À la une de l'actualité, le Premier ministre galvanise le 11e régiment d'infanterie commando de Dori. Albert Ouedraogo était aux côtés des forces de défense et de sécurité de la région du Sahel. Une occasion pour le chef du gouvernement d'encourager la troupe et rassurer les unités combatives sur les efforts consentis par les autorités pour triompher des forces du mal. Les détails dans un instant. Et puis, ce cri de détresse des populations de la commune de Zéguédégué dans la région du centre-nord. Le plus grand barrage de la localité a cédé l'année dernière. Conséquence, la vie est devenue plus difficile. Pêcheurs et agriculteurs ne savent plus à quel sein se vouer. Tous craignent la famine et appellent les autorités à l'aide. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un symbole fort, le Premier ministre en tenue militaire, le temps d'une matinée. À travers cette action, Albert Ouedraogo veut signifier aux forces de défense et de sécurité qu'ils ne sont pas seuls dans la lutte contre les forces du mal. Accompagné donc de son ministre en charge de la défense, le chef du gouvernement est allé porter un message aux éléments du régiment d'infanterie commando de Dori, celui de la reconnaissance et de l'encouragement du président du Faso. Il a par ailleurs assuré les FDS de la volonté de son gouvernement à travailler pour le renforcement de l'efficacité de l'action militaire. On en sait davantage avec Arsène Konditomdi. Le Premier ministre en tenue militaire à la rencontre des hommes engagés dans la lutte contre le terrorisme. Comme un symbole pour signifier que les autorités du pays sont aux côtés des soldats dans la lutte contre les groupes armés qui sévissent dans plusieurs zones du pays, notamment le Sahel. En faisant le déplacement de Dori, Albert Ouedraogo est porteur d'un message du président du Faso à l'endroit des forces armées. Nous sommes venus transmettre le message d'encouragement de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Nous sommes venus aussi leur dire que tout le gouvernement est à pied d'œuvre pour ce travail donc, de lutte contre le terrorisme. Et je repars satisfait de voir que le moral des troupes est au beau fixe. Et nous avons profité avec les responsables militaires, faire le point de la situation sécuritaire dans la zone. Ils nous ont fait part aussi des difficultés qu'il y a et des efforts donc, qui sont déployés et nous tenons à les remercier. La nouvelle dynamique impulsée par la transition dans la lutte contre le terrorisme impose des actions urgentes et vigoureuses. Le chef du gouvernement rassure ses hommes de première ligne que des actions sont en cours pour permettre la libération des zones occupées et la continuité du service public. Les efforts vont notamment dans le sens du renforcement de l'efficacité de l'action militaire sur le terrain, ainsi que l'amélioration de la collaboration entre les FDS, les VDP et les populations. Nous avons tenu à les rassurer de tout notre soutien et nous avons tenu aussi donc à leur dire que des efforts sont déployés pour leur permettre d'être renforcés en équipement, donc pour leur permettre de lutter contre le terrorisme. Le Premier ministre a aussi mis à profit son séjour à Dori pour s'enquérir des conditions de vie des personnes déplacées internes. Aux forces vives de la région qu'il a aussi rencontrées, il a laissé un message d'espoir, car tout est mis en œuvre selon lui pour le retour de la paix au Burkina Faso. Et pour justement le retour de la paix et des déplacés internes dans leur localité d'origine, le président du mouvement pour le changement et la renaissance fait des propositions aux membres du gouvernement. Selon Tahirou Bari, pour faire face à la situation sécuritaire et humanitaire de plus en plus préoccupante, il faut dans un premier temps décréter un état d'urgence humanitaire et dans un deuxième temps instaurer une contribution de solidarité sur le revenu afin de venir en aide à toutes les personnes déplacées internes. On reste avec Arsène Konditomdi. Après 7 années de violences terroristes, la situation humanitaire est au plus mal au Burkina Faso. On dénombre plus de 2500 personnes tuées et près de 2 millions de déplacés internes. En conférence de presse ce 14 avril, Tahirou Bari dira qu'il s'agit de la pire crise humanitaire de l'histoire du Burkina Faso et les efforts sont restés jusque-là désespérément impuissants. Face à ce que le président du MCR qualifie de désastre,
Il appelle à l'instauration d'un état d'urgence humanitaire. Le Premier ministre l'a dit dans son discours de politique générale à l'Assemblée, que nous vivons une crise humanitaire sans précédent. Donc en déclarant l'état d'urgence humanitaire, cela nous fera prendre conscience des priorités et des urgences du moment et engager des mesures exceptionnelles. C'est une mesure exceptionnelle. Cela va nous amener à adopter une solution durable face à un problème grave. Aux grands mots, les grands remèdes, le MCR propose l'instauration d'une contribution de solidarité sur le revenu. Une contribution qui devrait concerner principalement les classes moyennes et dont les taux et les modalités restent encore à déterminer en fonction de la catégorie des revenus. Il devient nécessaire et utile pour chaque Burkinabé disposant de revenus moyens de consentir une contribution de solidarité sur le revenu pour aider les survivants de l'hydroterrorisme à vivre dignement et sainement. Cela s'impose comme une solution structurelle durable face à un problème d'une gravité profonde. On ne peut pas indéfiniment résoudre un problème structurel par des mesures conjoncturelles de dons et d'appels pitoyables à l'aide internationale. Pour une meilleure gestion des ressources collectées dans le cadre de cette opération, Tahirou Barry et ses camarades souhaitent la mise en place d'un organisme indépendant piloté par une personnalité d'une droiture morale irréprochable. Dans le reste de l'actualité, le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu hier en audience une délégation de la Chambre des mines du Burkina Faso. Adama Soro est allé présenter au chef de l'État les difficultés auxquelles font face le secteur minier, surtout avec la suspension des opérations de certaines sociétés, et ce au regard de la situation sécuritaire. On en sait davantage avec le président de la Chambre des mines du Burkina, Adama Soro, que je vous propose d'écouter. Avec la situation sécuritaire dans le pays, il y a quelques nouveaux développements que nous avons connus au niveau du secteur minier, avec la suspension des opérations de certains de nos membres. Donc il était important que nous venions voir le chef suprême des armées pour avoir des éléments. Et effectivement, nous avons eu des éléments qui nous confortent, qui nous donnent la confiance de continuer, et du fait que la question sécurité est prise au sérieux et que des stratégies et des moyens sont déployés pour ramener la sécurité pour le secteur minier. Mais évidemment, vous savez bien que les questions sécuritaires sont des questions, j'allais dire, assez confidentielles, mais pour la plupart, en tout cas, des messages pour nous rassurer sur nos opérations, sur la bonne continuité de nos opérations, d'une part, et aussi la sécurité de nos personnels. Je pense que c'était ça le plus important. Le chef d'État a pu nous donner les éléments qui vont dans ce sens-là. Mais je ne pense pas qu'elles ont fermé par de gaieté du cœur. Donc c'est pour ça qu'il était important d'exposer ces problèmes-là. Et on a une oreille attentive au niveau du chef suprême des armées. Et je pense qu'avec les assurances qui nous ont été données, il n'y a pas de raison que ces mines-là ne puissent pas reprendre dans les jours à venir. Ils sont au total 105 jeunes apprenants, dont 60 filles formées en électrification hybride. Pour mettre en exergue leurs connaissances, ils ont été appelés par le groupe Castor Africa pour l'électrification des logements de la Cité de l'Espoir. Pour constater donc de visu le travail de ces jeunes apprenants, le ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi a effectué une visite sur le chantier de la dite cité. Abdoulwabou Trabo s'est dit satisfait de la qualité du travail de ces jeunes. Il s'engage déjà à les accompagner dans leur projet d'entrepreneuriat. Abdou Azissari. Ils sont à pied d'œuvre. Certains perforent les murs des bâtiments. D'autres placent les conduits devant abriter les fils électriques. Au nombre de 105 jeunes, dont 60 filles, ces apprenants issus du centre de formation IADON sont chargés d'électrifier une partie de cette cité de 5000 logements sociaux. C'est un stage de 70 jours qui vise à leur permettre d'allier la théorie à la pratique. Le stage que nous sommes en train de pratiquer sur ce chantier nous permet d'acquérir des connaissances en matière d'installation électrique, en matière d'installation solaire, et aussi ça nous permet de rentrer dans le monde du travail.
à l'issue de cette formation. Comme doléance, nous voudrions qu'après cette formation, qu'on puisse nous faciliter l'insertion dans le milieu professionnel en ce qui concerne la femme en énergie hybride. Et en plus de ça, nous aurions aussi besoin qu'on nous accompagne aussi dans la création d'une association en énergie hybride. La formation a été possible grâce au financement du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. En visite sur le chantier, le ministre en charge de la jeunesse apprécie l'utilité de ce financement du FAFPA au profit de la jeunesse burkinabé. Et nous avons constaté effectivement la qualité du travail. Cela montre combien il faut encore promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, donc à travers des formations pratiques. Le gouvernement va s'engager effectivement à les accompagner et à faciliter leur réinsertion socio-professionnelle et également à les soutenir dans les projets d'entrepreneuriat. Et à travers déjà beaucoup de dispositifs qui existent au sein du ministère, à travers différents fonds, donc le FASI, le FAPE, aujourd'hui, qui accompagnent, disons, tous ceux qui veulent entreprendre. Aujourd'hui, c'est une priorité du gouvernement. Baptisée Espoir City, cette cité est réalisée par le groupe Castor Africa. Son électrification par les jeunes se fait dans le cadre d'un partenariat privé entre le centre de formation IADON et la société immobilière. Sincèrement, j'étais hors de pays quand j'ai appris que ce centre veut collaborer avec le groupe Castor Africa. Nous n'avons pas hésité vraiment de donner notre accord pour accompagner ces braves dames-là qui ont choisi un chemin qui n'est pas facile, l'entrepreneuriat, qui est très difficile. Mais je vois que c'est des filles vraiment audacieuses et nous sommes disponibles à les accompagner. Deuxièmement, nous avons pris des engagements ici pour qu'après les formations, elles ne soient pas des ouvriers ou des ouvrières, mais des filles entrepreneuses qui vont collaborer avec le groupe Castor Africa. À travers une convention conclue avec le gouvernement, le groupe Castor Africa s'est engagé à livrer 2000 logements sociaux sur les 40 000 à réaliser dans le cadre du PNCL, Programme national de construction de logements. Le ministre en charge de la fonction publique, lui, a eu une rencontre avec le Conseil national du patronat burkinabé. Hier, dans la peau du syndicaliste et du défenseur chevronné des travailleurs, c'est dans un nouveau registre que Bassolma Bazié a rencontré et a eu un tête-à-tête avec les responsables du patronat burkinabé. Les échanges, vous allez le voir, étaient empreints de convivialité et de rappel des engagements pris entre État et patronat. Luc Pagbelgem. C'est la première visite de Bassolma Bazié au CNPB, le Conseil national du patronat burkinabé, dans son nouveau costume de ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Le nouveau ministre, longtemps défenseur des travailleurs, se retrouve aujourd'hui arbitre entre employés et employeurs. Mais l'arbitre était en mode séduction. Si l'État a pris des engagements à l'endroit du patronat et que ce n'est pas respecté, il faut faire le point et dire pourquoi ce n'est pas respecté. Et de façon très intelligente et disponible, nous retourner vers le même Conseil national du patronat, poser les préoccupations et indiquer les blocages et voir comment nous allons nous en sortir ensemble. Dans la mesure où nous savons très bien, avant même que je ne sois à la tête du mouvement syndical, je l'ai dit et je le répète, si le Burkina Faso est sur bon pied, même si aujourd'hui il est malade, si depuis sa création dans les années 1919 et même la proclamation de l'indépendance formelle le 5 août 1960, nous n'avons pas encore embranché, heureusement, merci à Dieu et merci à nos membres, on n'a pas encore connu des confrontations sociales très douloureuses. C'est lié à la gestion intelligente des relations entre le patronat et le mouvement syndical. Dans la mesure où nous notons de façon très heureuse qu'au Burkina, nous n'avons pas encore connu une période où on a dit que les travailleurs ont manqué de salaire. Le salaire peut être minimal, il peut ne pas atteindre les aspirations, le niveau où on l'aurait souhaité. Après l'oreille attentive du patronat, des acteurs n'ont pas manqué de soulever quelques inquiétudes. Les préoccupations sont de plusieurs ordres, mais il faut noter que le secteur privé pourvoyeur d'emplois était bien représenté. Dans le domaine agroalimentaire, par exemple, on attend un accompagnement de l'État. Surtout, tant que nous n'avons pas cette capacité nous-mêmes de valoriser nos ressources locales, alors nous sommes exposés
à l'insécurité sanitaire des aliments. Et sur ce point, la Fédération nationale des industries, qui, depuis le mois de novembre passé, fête ses 30 ans d'existence, a fait de son mieux à lutter. Et nous voulons laisser que l'État comprenne que c'est une solidarité, nous sommes un acteur de collaboration directe avec l'État pour le bien-être des populations. 30 ans et nous n'avons pas d'espace pour développer notre activité. Prise de contact fraternel, on peut dire, entre le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale et le patronat burkinabé. Les deux parties espèrent la relance de l'économie dans un contexte d'insécurité. Je vous le disais en titre, les habitants du village de Zéguédéguin dans la région du centre-nord craignent une famine dans leur localité. Le plus grand barrage de la commune a cédé depuis 2 ans maintenant. Conséquence, à Zéguédéguin, toutes les activités agricoles et la pêche sont aux arrêts. Pire, la voie principale d'accès à cette localité est totalement impraticable. Les populations appellent donc les autorités à se pencher sur leur sort. Ils souhaitent surtout la réhabilitation de leur barrage avant que les jeunes du village ne choisissent la voie de la facilité pour survivre. Le reportage est signé Abdul Karim Banda. Cette mare est tout ce qui reste du grand barrage de Zéguédéguin, localité située à 163 km de Ouagadougou, dans le centre-nord. Il est à sec, à peine une année après la scission d'une de ses digues. Quelques années en arrière, ce barrage faisait la fierté des habitants de ce département, y compris les villages environnants. Aujourd'hui, c'est le désespoir. Les récoltes qui se faisaient 2 ou 3 fois l'an ne sont plus possibles. Les pêcheurs ont rangé cannes et filets. Les cultivateurs, eux, voient venir la famine. Depuis que la parcelle est partie, on ne peut plus cultiver du riz. Les arbres alentours de le périmètre, tout vient de partir. Bon, maintenant, c'est la famine seulement que nous attendons maintenant. Autour de ce barrage, les riverains disposaient de 152 hectares d'espace aménagés où hommes et femmes travaillaient pour gagner leur pitance quotidienne. L'effet immédiat de son assèchement, c'est la cessation de toutes les activités économiques sur tout le périmètre. Au niveau de notre irrigué du riz, c'est 52 hectares. Ceux qui travaillent des oignons, des choux, des maïs à l'entour, c'est 5 hectares qu'on travaille. Voilà. Nous sommes au nombre de 170 personnes qui ont des parcelles pour travailler. Plus les femmes, 3000 femmes qui sont à l'entour comme ça, avec les hommes, pour travailler aux côtés du corps de magistrat. Alors comme ça, rien ne peut se faire. Tout est terminé comme ça. L'une des inquiétudes majeures liées à cette situation, c'est le risque de voir cette jeunesse désœuvrée se laisser séduire par les propositions parfois alléchantes des groupes armés terroristes. Ceux-là, les plus âgés en sont conscients et ils tirent la sonnette d'alarme. Tous les jeunes là avaient le travail pour travailler. Mais à l'intérieur, là, il y a les jeunes qui travaillent des tomates, des oignons, du maïs. On n'en parle même pas du riz. Parce que c'est dans les sites que nous sommes en train d'arrêter comme ça. Là. Moi maintenant, depuis les 35 ans, là, cette année-là, comme c'est fait comme ça, là, il y a les jeunes qui étaient pour être les bandits. Parce qu'il n'y a pas de travaux. Avec l'arrêt des travaux, nos enfants sont tous partis. Certains sont sur les sites d'orpaillage et nous n'avons pas les nouvelles des autres. Maintenant, nous sommes privés de sommeil. Notre souhait est qu'on répare notre barrage. À côté de ce barrage qui constitue une préoccupation majeure pour ces populations, il y a l'état de la route. Ici, il est impossible de rouler sur 100 à 200 mètres sans rencontrer un creux. Longue de 35 km, cette route relie Boulsa à Zéguédéguin en passant par Zambanga, Poli, Tamiougou, Tougui, Belga et Yebrakandé. Elle est quasiment impraticable et oblige les usagers à emprunter des voies de contournement. La route n'est pas bonne. Elle tue. S'il pleut, plus rien ne peut venir de Boulsa et vice-versa. Nous sommes tous affamés. En entendant une action urgente des autorités, les populations ont mis en place une structure chargée de la réhabilitation du barrage, avec à la tête les chefs religieux. Grâce à des actions de solidarité,
Elles comptent entamer bientôt les travaux de réhabilitation de leur barrage providentiel. Les autorités locales que nous avons pu rencontrer n'ont pas souhaité s'exprimer sur l'état de dégradation avancée de ces infrastructures. Un mot de culture pour clore, de littérature, pardon, pour clore ce journal. Fraternité, chemin de l'espérance. C'est l'intitulé du 7e roman de l'écrivain burkinabé Pierre Ouattara. Dans son ouvrage, l'auteur met à nu l'angoisse du monde avant d'évoquer la notion de fraternité. Une alternative qui, selon lui, peut aider tout un chacun à surmonter les épreuves de la vie. Maxime Ilboudou. C'est un ouvrage qui retrace les vertus de la fraternité, surtout celle de la simple réaffirmation de l'existence de liens qui transforment le vivre ensemble. Intitulé La fraternité, chemin d'espérance, il est le fruit de 2 ans de recherche du frère Pierre Ouattara de la communauté Lassalien. Dans cet ouvrage, l'auteur commente l'existence de liens privilégiés entre certains et une solidarité face à d'autres. C'est un chemin, c'est-à-dire vous marchez avec des gens. Et au fur et à mesure que vous marchez avec eux dans la vie, il y a des liens qui se créent entre vous. Il y en a qui négligent les liens. Il y en a qui soignent les liens. Quand vous allez rendre visite, vous soignez les liens de la famille. Quand vous allez voir votre ami dans la douleur, vous soignez les liens entre vous. Donc, la fraternité, chacun a son mot à dire. Pour l'écrivain, la fraternité amène à voir et à traiter chaque personne comme une vraie sœur et un vrai frère. Cela participe à la construction d'une société juste, d'une paix solide et durable. Et d'insister que la fraternité commence au sein de la famille, surtout grâce aux éducateurs par vocation. En écoutant les autres, en retenant les valeurs de la société, c'est à moi qu'il m'appartient de me changer. Si on m'oblige à changer, si je change malgré moi, si je change parce que j'ai peur, c'est un changement qui risque de ne pas durer. Mais si je change parce que j'ai compris dans quel sens se trouve l'accomplissement de mon humanité, en ce moment, il y a auto-éducation vers une humanité beaucoup plus grande. L'œuvre décrit aussi la famille comme la source de toute fraternité, puisque par vocation, elle devrait gagner le monde par amour. Concernant l'éducation des jeunes, le politique et le religieux doivent s'engager en union pour le respect des lois et des valeurs. Si on sert l'humanité dans son universalité en oubliant les siens, on tombe dans l'ingratitude, parce que c'est eux qui nous ont donné notre première culture, notre première chance dans la vie. Alors, mais si on reste attaché à sa culture d'origine, à son ethnie, du coup, on ne peut pas construire un État. On détruit l'État parce que l'État, c'est un peuple qui est fait d'un brassage de plusieurs communautés culturelles. L'ambition de l'auteur est de repenser la laïcité comme une qualité du peuple. Cet essai porte à 7 le nombre de livres écrits par l'auteur en 16 ans. Composé de 5 chapitres, chaque ligne de l'œuvre questionne la condition de l'homme et de l'humanité. Voilà, j'espère que vous avez pris bonne note. Ne soyons pas de ceux qui négligent les liens de fraternité, soyons plutôt de ceux qui les soignent, car cela participe à la construction d'une société juste. Merci de nous avoir suivis. On se dit à demain, Inch'Allah, pour l'autre point de l'actualité sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Excellent après-midi à toutes et à tous.